Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. J'espère que vous avez tous téléchargé l'application du Studio Kalita sur App Store ou Google Play. Mais pour l'heure, on n'en est pas du tout à télécharger quoi que ce soit. On est juste là pour écouter notre invitée du jour qui s'appelle Dina Berkovic. Bonjour. Bonjour. Alors un nom qui dit peut-être quelque chose à nos habitants de Jérusalem, puisque Dina est la femme de Ofer Berkovic, on va dire le manik, le leader du parti Hitorerut. Comme ça, les présentations sont faites. Mais rassurez-vous, on ne va pas parler de politique. Enfin, je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer de ne pas parler de politique. On va juste raconter un parcours d'Alia improbable au départ. Voilà, comme beaucoup, et qui finalement, eh bien, une fois arrivé, on est en plein dans la société israélienne de plein pied. Alors Dina, on est ravis de te recevoir. Merci de m'inviter. Voilà, vraiment, on est très touchés. Tu es arrivée en Israël, on va dire, il y a quelques années déjà. Oui, ça fait 7 ans. Voilà, tu avais 32 ans à peu près. Ouais. Et rien ne te prédestinait à venir t'installer ici, puisque tu travaillais, tu étais avocate, installée. En tout cas, tu étais tout à fait très à l'aise dans ta vie en France. Tu adores la France, donc tu n'avais absolument pas de raison particulière de venir. Tout à fait. Hormis le fait que j'ai été élevée dans une famille sioniste. Donc Israël a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Mais il n'y avait aucune raison pratique pour moi de faire mon alia. Surtout à cet âge-là où on construit encore sa carrière professionnelle. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a pris ? Eh bien, je me décris souvent comme le fruit de la galoute. J'ai un papa qui vient de Oran, en Algérie, et une maman qui est née à Londres d'un père juif allemand et d'une mère juive suédoise. Et j'entends toujours parler des histoires de là et là. Et n'ayant pas encore fondé mon foyer, quand j'ai décidé de prendre à l'âge de 32 ans, je me suis dit, quitte à fonder un foyer et construire une maison, je veux que ce soit dans un endroit, dans un pays dont je sais, en lequel je crois, et dont je sais que mes enfants pourront y revenir. C'est-à-dire que s'ils veulent aller bosser 5 ans à Singapour ou au Venezuela, ils pourront toujours revenir à la maison. Ce qui n'était pas le cas de mon grand-père, que je n'ai pas eu la chance de connaître, ce qui n'est pas le cas de mon père, qui n'est jamais retourné en Algérie. Et la France... C'est quoi, c'est l'exil dans les valises des générations passées ? Exactement. C'est-à-dire que c'est ça. Et puis et l'envie de construire sa maison en Israël. Envie de faire partie d'Israël. Alors bon, ok, ça c'est l'idée, mais un jour il faut un déclic quand même. Alors, il faut un déclic, oui. Alors je suis venue pour le mariage d'un ami. Et en arrivant, les portes de l'avion se sont ouvertes et la chaleur est rentrée. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit, en fait, c'est ici que je dois vivre. C'est ici que je dois vivre. Je suis rentrée à Paris, ça c'était en mars 2010. En août 2010, je suis venue en Israël pour avoir des réponses du barreau quant aux équivalences. Mais oui, parce qu'en général, quand on est avocat, qu'on a déjà que les études sont loin derrière, on n'a pas du tout envie de s'y remettre. On se dit, de toute façon, j'aurai jamais la maîtrise de la langue parce que tu ne parlais pas l'hébreu. Non, je ne parlais pas du tout l'hébreu. Ni lire, ni écrire. Je lisais, je connaissais l'alphabet. Je savais lire et suivre dans un sidour, mais... Non, je ne parlais pas hébreu, non. Donc, on se dit, c'est carrément impossible. Mais pourtant, pas toi. Tu t'es pas dit ça. Non. Je parle du principe que de faire son allié en Israël, c'est jamais impossible. Ça demande des sacrifices. Je savais pertinemment que j'allais faire une croix sur un certain niveau de revenus, une qualité de vie à laquelle on est habitué depuis la naissance, surtout quand on a la chance de vivre à Paris. La culture, les sorties, le dimanche. Oui, pas forcément le dimanche, mais oui, la culture. Puis la France, c'est un grand pays, c'est un grand et beau pays et qui nous offre énormément d'avantages. J'ai été à l'université, et l'État a financé mes études et je suis avocate aujourd'hui grâce à l'État français.
Et mes amis, ma famille, je laissais tout le monde derrière. Et c'est pas facile. Mais j'étais motivée par quelque chose de très fort. De très, très fort. J'avais une envie folle de vivre en Israël. Donc, tu n'es pas quand même casse-cou complètement. Tu t'es renseignée pour voir si c'était possible et pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, tout simplement, pour devenir avocate en Israël. Tout à fait. Dans la mesure où financièrement, je ne pouvais pas prendre de risques. Parce que je devais savoir... Tu n'es pas une riche héritière. Je ne suis pas une riche héritière. Okay. Et je devais savoir si je pouvais exercer le métier pour lequel j'avais étudié en France de nombreuses années. J'ai eu des réponses. Au téléphone, on me donnait des réponses différentes selon l'heure à laquelle j'appelais. Mais ça, c'est très israélien. Donc, j'ai vite compris que je devais me rendre sur place. Je suis venue sur place avec un dossier qui me semblait logique d'avoir constitué, des copies de diplômes, des choses comme ça, que j'avais fait traduire au préalable en France. On m'a expliqué les démarches et je me suis lancée. Dit-elle. Je me suis lancée. C'est littéralement ça. Je me suis lancée. C'est-à-dire que je suis rentrée début septembre. J'ai annoncé à mes parents que je faisais mon alia. Et j'ai été voir mon banquier. Je lui ai demandé de me prêter de l'argent. Parce que ça, c'est la partie quand même très sympa. Parce que tu t'es dit, bon, je vais aller en Israël. OK, je vais étudier, je vais apprendre la langue, je ne vais pas travailler. Voilà. Donc, il faut que je gagne ma vie. Comment je vais faire ? C'est un banquier qui a financé ton alia. En fait. Je savais que je devais, pendant 1 an, me consacrer à apprendre l'hébreu pour pouvoir passer des examens en hébreu 1 an plus tard. Et je me suis dit, si je veux me donner une chance de réussir, la seule chose que je sais faire réellement, c'est d'être avocat. Je ne dis pas que je ne suis pas capable de faire autre chose, mais ça, je savais que je savais le faire. Donc j'ai dit, autant faire ce qu'on sait faire le mieux. Et donc j'étais voir mon banquier. Mes amis se sont bien moqués de moi en me disant qu'eux ne recevaient pas de prêts pour acheter des appartements. Comment me prêterait-il de l'argent pour partir ? Et bien ça s'est fait. Ça voilà. s'est fait et il t'a fait confiance, il t'a suivi. Et il a eu raison puisqu'il est remboursé tous les mois rubis sur l'ongle. Ok, donc un prêt pour vivre, pour faire son alia. Je crois que ça, on n'avait encore jamais eu quelqu'un qui nous raconte une histoire comme ça. Mais c'est ça la beauté des gens qu'on reçoit ici. C'est ça qui est formidable parce que chacun a sa façon de venir et c'est ça qui est intéressant. Donc vous arrivez, enfin tu arrives, tu vas à l'Ulpan, mais tu choisis Tel Aviv. Pourquoi Tel Aviv ? Eh bien, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Je me suis dit, on va aller à Tel Aviv sans réfléchir. J'ai vraiment fait une alia en 3 mois. Hein. C'est-à-dire que j'ai fermé mes dossiers, j'ai terminé mes dossiers au cabinet dans lequel je travaillais. Je m'étais engagée à le faire avant de partir. Donc, il y en avait quand même pas mal. J'ai préparé mon déménagement physique. Et je suis partie et à l'agence juive, on m'a dit où est-ce que tu veux aller ? J'ai dit Tel Aviv parce que je connaissais quelques personnes. Donc tu t'es dit que ce serait plus facile peut-être. Donc je me suis dit que ce serait peut-être ça ressemble à Paris. C'était une capitale comme Paris un peu, c'est ça ? Non, Tel Aviv n'est certainement pas la capitale d'Israël et ne le sera jamais. Il me colle à Kavod les Tel Aviv. C'est une superbe ville. C'est une ville très agréable. Mais non, c'était pas du tout parce qu'elle était comme Paris. Je veux dire, avant que Tel Aviv arrive à la cheville de Paris, je pense que Huldaï a encore beaucoup de travail. Mais non, j'avais des amis là-bas, dont la sœur d'une amie qui m'a hébergée pendant 3 semaines. C'était une façon pour moi de prendre pied. D'atterrir en douceur, voilà, on va dire. Exactement. Donc, tu es à l'Ulpan Gordon, tu étudies pendant 5 mois, tu apprends l'hébreu, etc. Très sérieuse, tu fais tes devoirs tous les jours. Et puis, finalement, tu passes tes examens, tout s'enchaîne, tu réussis tes examens. Je crois que tu as passé 10 examens. Voilà. Et au mois de mars, tu commences à travailler. Exactement. On est en mars 2012. On est en mars 2012, je commence à travailler. Au bout d'1 an, quoi. Ça a été vite, tout ça. Ça a été vite, mais l'Ulpan, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un état qui, au final, concrètement, ne me doit rien. Je suis juive et c'est un état juif. Ils ont financé mon apprentissage de la langue du pays pour me donner la chance de m'intégrer économiquement et socialement dans la vie du pays. C'est quand même quelque chose de jamais vu. C'est sûr, mais Israël n'a pas eu les frais d'écolage, on va dire. Exactement. Donc ça, c'est vrai. C'est que ils ont. Je ne dis pas que c'est totalement désintéressé. Ils se récupèrent. C'est tout à leur. Je suis un produit tout à leur avantage. J'arrive formée par la France. C'est formidable. Mais n'empêche. Qu'ils ne sont pas obligés. Mais en tout ils ne sont pas obligés. Ils l'ont fait. Du monde, ça existe et c'est formidable. Exactement. Alors, tu travailles, etc., etc. Tout va bien. Bon, mais le projet familial n'est pas encore en route. Non. Tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant. Non. Mais tu rencontres Israélien, voilà, dont on a parlé en introduction, qui s'appelle Ofer.
Et pour le coup, tu déménages avec lui puisque c'est un fervent amoureux de Jérusalem. Tout à tu fait. quittes Tel Aviv pour Jérusalem. Tout à fait. Je rencontre Ofer et je quitte Tel Aviv pour aller vivre dans la capitale d'Israël. T'as pas eu peur? Non, peur, non. Non, peur, pas du tout. D'accord, parce qu'on dit souvent que quand on arrive dans une ville, changer de ville en cours de parcours, c'est une nouvelle alia, c'est vrai? Alors, oui, Ofer me dit toujours, tu as fait une deuxième alia. Au sens physique du terme, je suis montée en haut de la montagne et je suis allée vivre à Jérusalem. Mais non, j'ai pas eu peur. Je pense qu'une fois qu'on a fait son alia de France, après passer de Tel Aviv à Jérusalem, comme on dit en hébreu, katan alay. C'est pas... Non, et puis... C'est différent, je veux dire. C'est sûr que c'est une plus petite ville, mais tout est différent. Les codes sont différents. C'est autre chose. C'est une autre façon de vivre. C'est différent, et c'est différent, c'est positivement différent aussi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'étais parisienne, donc je viens de la capitale de la France. De vivre dans une grande ville comme Jérusalem, ça a une autre dimension, avec toute la profondeur et la beauté des habitants de Jérusalem, la diversité. On a soudainement le sentiment qu'on vit en Israël. Tel Aviv, c'est Israël. Bien sûr, mais disons que Jérusalem est une ville où il y a plus de pluralisme. Les gens sont différents. Mais les gens vivent concrètement ensemble. C'est-à-dire que quand quelqu'un de Jérusalem vous parle d'un problème de cohabitation entre les différentes communautés juives, je ne parle même pas des communautés arabes et juives, au sein même des communautés juives, il sait de quoi il parle, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Comment c'est lorsqu'on est française, lorsqu'on fait son alia, en plus de se marier avec un Israélien? C'est un bond en avant dans l'intégration, ou c'est une autre difficulté qu'on rajoute à son arc? Alors, moi, je ne l'ai pas vécu comme une difficulté dans la mesure où je viens d'un couple mixte, entre guillemets, avec un père juif séfarade français, une mère juive ashkénaze anglaise. Donc, peut-être que dans ma conception du couple, inconsciemment... Il fallait être très différent pour que ça marche. En tout cas, ce n'est pas une barrière au fait que ça puisse... Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Après, bon, pour être très honnête, c'est sûr, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même langue maternelle, on n'a pas eu la même éducation, donc c'est très différent. Mais c'est une clé d'intégration qui est unique. Alors justement, une clé d'intégration unique, d'autant plus que ce n'est pas n'importe qui, puisque on peut dire que c'est un homme politique, parce qu'il a fondé un parti politique, le parti Hitorerut à Jérusalem. C'était encore une nouvelle aventure pour toi de rentrer de plein pied, on va dire, dans la politique israélienne. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que la France, alors c'est vrai que c'est un pays où la politique a son importance, même si la jeune génération est moins politisée que ceux qui nous ont précédés. Être en Israël comme ça, en plein dans cette sphère, dans cette nébuleuse, c'était quoi pour toi? Ça t'a apporté quelque chose encore? Ça m'a énormément apporté et ça m'apporte énormément pour deux raisons. La première, c'est je vis au quotidien et j'entends parler des problèmes de Jérusalem, et pas seulement des problèmes, mais de la beauté de Jérusalem au quotidien. Sachant que quand on parle des problèmes de Jérusalem et de la beauté de Jérusalem, on parle en réalité de ceux d'Israël, puisque Jérusalem est un laboratoire de ce qui se passera dans tout Israël. Donc c'est extrêmement enrichissant. Et c'est aussi, je pense, un élément d'intégration énorme, puisque comme j'en suis certaine, la plupart des Français qui ont fait leur alia comprennent vite que la vie sociale en Israël est très politisée. Les gens parlent énormément de politique, ils se sentent très concernés par la politique de leur pays. Et donc, quand j'ai fait mon alia, c'était aussi quelque chose d'important pour moi de me familiariser avec ces nouveaux codes. Parce que c'est une chose d'apprendre la langue, mais il faut aussi se familiariser avec la culture du pays. Donc, on est tous juifs, donc ça donne une base. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et pour comprendre, je pense sincèrement que de comprendre la mappa, comme on dit en hébreu, politique, aide énormément à se familiariser avec les différents enjeux israéliens. Et ça, c'est une clé que j'aimerais sincèrement que les Français
comprennent. Alors, ça veut dire quoi? Vous engagez les Français qui ont fait leur alia à s'engager en politique, dans n'importe quel parti qu'il soit, pour quoi? Pour mieux s'intégrer, pour comprendre la société israélienne de l'intérieur? Pas forcément de s'engager, parce qu'un engagement politique, ça demande énormément, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et ça, venant d'un Israélien, on va en parler. Donc, mais pas forcément de s'engager, mais d'écouter, d'entendre, de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'ils aient des préférences politiques, c'est parfait. On est en démocratie et chacun va avec son choix politique. Mais de savoir ce que dit l'autre. Parce qu'on se familiarise avec des problèmes que peut-être qui ne sont pas la priorité du parti auquel on adhère. Mais ça ne veut pas dire que ces problèmes n'existent pas, ou que ces solutions n'existent pas, ou qu'une approche différente n'est peut-être pas aussi terrible que ça. Au contraire, vous pensez que les Français, justement, de par leur origine, de par la façon dont ils ont grandi, de par leur histoire, tout simplement, les francophones aussi, ils ont un poids qu'ils peuvent prendre dans la société israélienne? Ils ont quelque chose à apporter? Évidemment. On est né et on a grandi en France. On vient avec un bagage extraordinaire dont on n'a même pas conscience nous-mêmes. Et on peut et on apporte déjà énormément à Israël. Je me trouve dans les studios de Kalita. Je n'ai pas assez de mots pour décrire à quel point c'est un instrument magique. Mais c'est pas de la magie parce que c'est un instrument qui est apolitique, justement. Alors, c'est pas une force de ne pas faire de politique et de pouvoir accueillir tout le monde, rentrer dans tous les milieux, parler. J'ai pris Kalita comme exemple. Mais on peut aussi prendre des exemples. Golan Telecom a été fondée par un Olé Hadash. L'association La Tête a été fondée par un Olé Hadash français. On le salue d'ailleurs. On a énormément à apporter à Israël. Je pense que ce qu'il faudrait qu'on comprenne un peu plus, et c'est pas facile, c'est qu'on est venu vivre dans un autre pays et qu'on doit s'associer aux forces en place pour grandir, pour améliorer la société israélienne. On a tous fait notre alia par sionisme. On a tous fait notre alia parce qu'on veut apporter quelque chose à Israël. On veut faire partie de la construction de cet État qui, si Dieu veut, va fêter 70 ans. Mais qu'est-ce que c'est que 70 ans? Israël a encore tout à faire et on peut en faire partie. Et le fait que Kalita, par exemple, ne soit pas un instrument politique, un outil politique, mais c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des associations comme Leva Imaot, Samantha Assouli et ses équipes qui sont extraordinaires. Des choses comme Kalita, etc. Après, le grand enjeu, je pense, pour les gens qui sont à la tête de ces organismes et de ces associations, c'est de trouver les interlocuteurs avec qui ils vont pouvoir concrétiser leurs actions. Alors justement, il y a beaucoup de questions qui me viennent en tête, notamment, vous nous dites qu'on a quelque chose à apporter, enfin tu nous dis qu'on a quelque chose à apporter en tant que Français par notre background. Est-ce que les Israéliens qui sont en face de nous sont prêts à entendre? Est-ce qu'il n'y a pas des stéréotypes véhiculés par certaines émissions de télévision? Je pense à Eretz Nederet ou autres qui ont la peau dure et qui font qu'on n'est pas vraiment pris au sérieux. Alors, concernant pas toujours, on va dire, pas par toujours. exemple, il y a des stéréotypes sur toutes les catégories de population en Israël. C'est clair. Okay, que ce soit de gauche, de droite, russe, éthiopien, yéméni, français. Français, c'est juste une autre catégorie. C'est sûr qu'il y a des stéréotypes qui n'ont pas leur place, qui ne sont pas justifiés, mais je pense que ça doit être le cadet de nos soucis. Je pense qu'on doit venir en se disant, on est venu construire Israël, on va faire des choses. Et quand on fait des choses, on les fait bien, parce qu'on a appris à bien les faire. Alors justement, toi, tu vis avec un Israélien. Est-ce qu'il a été sensibilisé d'autant plus par le fait que toi, tu viens d'un autre pays, que tu étais Ola Hadash? Est-ce qu'il s'est rendu compte, en vivant avec toi tous les jours au quotidien, que franchement, il y avait des choses qui n'étaient pas toujours évidentes pour ceux qui arrivaient dans ce pays de France? Alors pour Ofer, ça a été exceptionnel parce que, comme je te disais, c'est une personne qui aime les gens, qui aime l'être humain et qui travaille pour les citoyens. Et c'est un Israélien né de parents nés en Israël, donc il est très, très au fait des problèmes des Israéliens nés ici.
Et tout d'un coup, il épouse une Ola Hadasha. Et au début, il ne se rend pas trop compte de ce que ça signifie. Et très rapidement, il réalise qu'il faut être complètement fou. Il faut être complètement fou pour faire son alia. C'est très difficile. Et il m'a vu, moi, il me voit au quotidien avec... Dans la société dans laquelle je travaille, par exemple, les codes sont totalement différents des codes dont j'avais l'habitude en France. Tu travailles dans une grosse société, on va dire, à Pétar Tikva. Ouais. Et donc, forcément, il fallait se mettre à la page. Et parfois, tu devais être un peu déconnecté. Peut-être tu ne totalement déconnecté. Et il me voyait rentrer parfois dépité, parce que j'avais eu une conversation avec mon manager, par exemple. Et je sortais de là et je lui disais, je ne sais même pas ce qu'il a vraiment voulu me dire. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça, etc. Et il se rend compte qu'en réalité, n'ayant pas grandi ici, n'ayant pas été à l'école, n'ayant pas été dans les mouvements de jeunesse ou à l'armée, il manque énormément de codes. Et ça, pour lui, c'est un fossé qu'il faut combler. Et si les Français prennent part à la vie israélienne, ils apprendront ces codes. Et moi, c'est à force d'aller tous les jours à Pétar Tikva que j'ai compris petit à petit comment ça fonctionnait. Il m'a vu, moi, me bagarrer avec le Bitoire Léomi, les différentes coupes Trolim. Il m'a trouvé en larmes à la maison. Mais pourquoi tu pleures ? Je suis malade et je ne sais pas quel document je dois apporter pour que ma consultation chez le médecin soit prise en charge par la coupe Trolim. Et il est dépité. Il me dit, c'est pas normal. Et il faut qu'on aide et il faut qu'on travaille et il faut qu'on fasse des choses concrètes. Donc oui, il est extrêmement sensible au problème de Klita, dans tous les sens du terme, que ce soit l'emploi, la vie de tous les jours. Alors vous qui êtes au fait, on va dire, des choses qui bougent, il y a un très grand potentiel de francophones qui pourraient venir vivre, s'installer en Israël, qui sont en France. Pour X raisons, ils ne sont pas encore là, ils n'ont pas encore pris la décision, parce que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi, pour les faire venir ? Qu'est-ce qui aiderait et les faire venir à Jérusalem, par exemple ? Alors, le travail qu'il y a à faire à Jérusalem pour faire venir les Français est exactement le même travail qu'il faut faire pour garder les Israéliens à Jérusalem. Donc, voilà. D'accord. Dans le sens où aujourd'hui... Alors, tu veux pas faire de politique, non, mais je suis obligée de faire une ligne. Je pose la question parce que c'est intéressant quand même. C'est toi qui es là, hein, on n'est pas de... Non, je sais. L'objectif d'Ofer, c'est de faire en sorte que la population sioniste de Jérusalem puisse rester à Jérusalem. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y ait pas de favoritisme d'une communauté au profit de l'autre, aux dépens de l'autre, pardon, et que toutes les populations qu'on parle de Massorti, Chiloni, Dati Leumi, Haredi, puissent vivre à Jérusalem. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut absolument renforcer l'économie de Jérusalem. Et là, les Français ont un rôle, je pense, et bon, je partage l'opinion d'Ofer, en fait. C'est pas je pense, c'est je partage son opinion. On a énormément à apporter à la ville de Jérusalem. Il y a tout à faire, énormément de choses à faire. Et il y a des actions qui sont menées par Mati, qui est un organisme affilié à la mairie. Misrana Kalkala, je crois. Et qui, par exemple, propose des aides financières aux entrepreneurs français qui viennent créer un commerce, un bureau, quelque chose en Israël. Facilite les emprunts. Il y a même, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un financement à hauteur de 40 000 shekels. Ça dépend, il y a tout un... C'est remboursement de facture, c'est-à-dire que j'achète une photocopieuse, je me la fais rembourser. Mais il y a beaucoup de prêts, il y a beaucoup de choses possibles. Il y a énormément de choses qui sont aussi données à différents entrepreneurs en fonction de leur catégorie, de ce qu'ils font, etc. Il y a beaucoup d'aides, il y a des aides. Pas toujours accessibles, mais ça existe. Donc, tu penses que c'est un axe ? Je pense que l'aspect économique est primordial, parce que quand on fait son alia, il faut boire, manger et payer son loyer. Donc, et c'est ça une des préoccupations principales des gens qui veulent faire leur alia. Et bien justement, à Jérusalem, il faut voir ça comme une opportunité. Il y a beaucoup de choses à faire et vous avez des gens de qualité à qui vous pouvez vous adresser et qui sont là pour travailler avec vous. Alors, une question plus... Et ça permettrait justement de combattre, tous les stéréotypes. Voilà. Alors justement, pendant qu'on a parlé d'Eretz Nehederet, mais il y a eu aussi un documentaire qui s'appelle Tzerfokaim, qui a fait beaucoup de bruit, qui était plutôt destiné à changer un peu le regard des Israéliens sur les francophones. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Le premier épisode de ce documentaire m'a beaucoup émue, parce qu'il m'a beaucoup parlé. Je me suis beaucoup identifiée. D'ailleurs, on peut le voir sur YouTube, hein, je le dis. Il est en vision libre sur YouTube. Voilà, il y a 3 parties de Serfocaine. Je le recommande. Nissim Slama, que je connais, qui est quelqu'un de fabuleux, a très bien exprimé la frustration des Français qui vivent en Israël et qui sont mis dans une catégorie à laquelle ils n'appartiennent pas forcément ou à laquelle ils ne savaient même pas qu'ils appartenaient. Donc oui, c'est bien d'avoir fait un documentaire pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus... relèvent plus de la caricature même de ce que l'on pense, de ce qu'on pense de nous. Mais et c'est Lali Deray qui a dit quelque chose de très juste, et ça revient un peu à ce que je disais un peu plus tôt. Si on veut combattre des stéréotypes, il faut faire. Et pour faire, il ne faut pas rester sur le bas-côté de la route. Et comme je te disais plus tôt, il y a énormément de Français qui sont engagés dans la vie israélienne, mais le Kidam, même celui qui a pour activité principale de s'occuper d'entretenir sa famille et kol hakavod lo, et c'est ce qu'il y a de plus important, il n'empêche qu'il doit s'intéresser à la vie de son pays. Alors toi, tu es en plein dedans, puisque non seulement tu participes, tu travailles, tu es une maman active, jeune maman active, mais c'est comment au quotidien, on va dire, s'intéresser à la vie de son pays lorsqu'on vit avec un homme politique, enfin en tout cas qui est bénévole, on peut dire ça comme ça, puisque l'engagement au sein du conseil municipal, c'est souvent comme ça, même si aujourd'hui il a quitté la coalition. C'est comment au quotidien? C'est quoi la vie? C'est la folie, c'est 24 heures sur 24. C'est 24 heures sur 24. Alors, non, je ne conseille pas à tous les Français de s'engager en politique, mais de s'intéresser. La tienne, c'est ta vie qui nous intéresse. Puisque... Alors, la mienne, oui, c'est 24 heures sur 24. J'ai un mari qui travaille, il part de la maison, il dépose les enfants au GAN à 7h40 du matin et commence ses journées à 7h40 et les termine, en général, en moyenne, à 22h. À 22h. Mais toi, ça implique toi. Donc, quoi? Moi, c'est... Quand je sors avec mon mari, c'est un homme public. Les gens viennent vers lui et lui disent... partagent leurs problèmes avec eux. Et donc, je vois mon mari qui les écoute, les regarde dans les yeux et leur dit « Très bien, j'entends ton problème. Envoie-moi un email, je vais m'en occuper. » Et je sais que dans les 48 heures, ils vont recevoir une réponse parce que quand nous allons rentrer à la maison, il va directement prendre son téléphone et répondre aux centaines d'emails qu'il reçoit. C'est dur à supporter, ça? Non, c'est pas dur à supporter parce que... Elle a fond. Non, mais je vais vous dire, hormis mon mari, il y a une équipe de bénévoles derrière lui qui sont absolument extraordinaires. Il y a beaucoup de réunions qui se passent chez moi et vous les entendez parler des enjeux de Jérusalem avec les larmes aux yeux. Lorsqu'on est issu d'une famille sioniste, justement, avoir ce genre de conversation dans son salon, c'est pas un petit peu un rêve éveillé? Je vais vous dire, ils sont tellement concrets qu'on n'est même pas dans le rêve. Je comprends votre question... Mais je ne le vis même pas comme ça. Je le vis, ils ont pris une mission à bras-le-corps et ils mettent tout dedans. Moi, je le vois comme... je suis venue en Israël pour faire partie de la construction de ce pays, à mon humble et modeste niveau, en tant que femme d'eux, puisque je suis avocat et je ne suis pas politicienne. Mais je vois la chose se faire. Je vois la chose se créer... Et ça motive. C'est pas seulement un rêve, ça motive. On sait pourquoi on est là, je sais pourquoi il fait ça. Ça demande énormément de sacrifices. Qu'il s'agisse d'un point de vue financier, mais même de vie familiale, des choses comme ça. Mais je sais pourquoi il le fait, et lui sait pourquoi il le fait. Et tous les gens qui travaillent avec lui sont dévoués corps et âme. Et c'est extraordinaire. Et je pense... sincèrement, et j'espère qu'en France, on m'en tiendra pas rigueur, mais il n'y a qu'en Israël qu'on peut voir un dévouement pareil pour la cause de son pays. Parce que servir Jérusalem, c'est servir Israël. Et mon mari va une fois par semaine en Milouim, et le reste du temps sert Jérusalem, les intérêts de Jérusalem et de ses habitants. Et de voir ça, on s'est dit, ça c'est Israël, et c'est pour ça que j'ai fait mon alia.
Bon, et ben là, je crois qu'on n'a plus rien à rajouter. On a tout dit. En tout cas, c'était sympa de vous avoir. C'était intéressant de voir un peu l'envers du décor d'une Française venue en Israël depuis quelques années, vivant aux côtés d'un homme politique. On n'a pas toujours l'occasion et le plaisir de partager ce genre de confidences. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à toi. Merci et beaucoup. voilà, on s'est vous voyons, on s'est tutoyé. C'est pas grave, vous êtes habitués, c'est comme ça. Merci comme et ça. bravo. Voilà, bravo. Mais c'est bravo à vous tous. À très bientôt en tout cas. À très bientôt. Ciao, ciao. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.